Le silence dans le bureau de Théo était dense, interrompu seulement par le tic-tac méthodique d'une horloge murale qui semblait égrener les secondes de la liberté de Juliette. Sur l'impeccable bureau en acajou, un document de 20 pages dictait l'avenir. Aux yeux du monde, ce serait un mariage d'élite. Pour eux, c'était un contrat de convenance, avec une date d'expiration. Juliette regarda l'homme assis en face d'elle. Théo avait 44 ans, le double de son âge. La barbe était taillée à la perfection. Les fils légèrement argentés aux tempes ne faisaient qu'accentuer une mâchoire sculptée par des années de décisions difficiles et peu de sommeil. Ce n'était pas simplement un homme d'affaires. C'était une force de la nature que Juliette n'avait jamais appris à dompter. Signe ici, Juliette, et alors le problème de la dette de ta famille cessera d'exister. Sa voix était un baryton profond, une vibration qu'elle ressentait davantage dans la poitrine que dans les oreilles. Elle hésita, non par l'argent, mais parce que cela signifiait de partager le même toit avec quelqu'un qui irradiait une autorité aussi écrasante. En signant, elle ne vendait pas seulement son nom. Elle se livrait à l'emprise d'un homme qui la voyait comme une enfant, tandis qu'elle le voyait comme son désir le plus défendu. Lorsque leurs yeux se croisèrent, Juliette réalisa la première erreur de son plan. Elle avait cru pouvoir garder son cœur protégé par une clause contractuelle. Mais la façon dont il l'observait, avec un mélange de protection et de quelque chose de bien plus sombre, lui disait que les 12 prochains mois seraient une chute libre. La demeure de Théo était comme lui, vaste, froide et impeccablement organisée. Juliette parcourait les couloirs en se sentant une intruse dans un musée de luxe. Ses valises étaient déjà dans la chambre principale, une exigence de sa part pour sauver les apparences devant le personnel et la presse qui rôdait aux grilles. Il n'y aurait pas de nuit de noces, du moins c'est ce qu'elle se dit en échangeant sa robe de soie contre une nuisette en satin qui semblait trop légère pour la climatisation centrale. Le son de la porte qui s'ouvrait la figea. Théo entra, défaisant le nœud de sa cravate avec une lenteur torturante. Il s'arrêta sur le seuil, le regard parcourant sa silhouette avec une intensité que Juliette n'avait jamais reçue d'aucun garçon de son université. Ces garçons étaient anxieux et bruyants. Théo était le contraire. Il était le silence qui précède la tempête. « Tu n'as pas à avoir peur de moi, » dit-il, bien que sa posture indiquât qu'il était de loin le plus dangereux dans cette pièce. « Le contrat est clair. Je suis ton mari sur le papier, ton protecteur aux yeux du monde. Mais ici, je suis simplement l'homme qui va s'assurer que tu aies la paix. » Juliette voulait le remercier, mais la voix lui fit défaut. Elle voulait dire que la paix était la dernière chose qu'elle ressentait quand il s'approchait suffisamment pour qu'elle perçoive de santal et de tabac coûteux. C'était un homme qui avait déjà vécu 1000 vies et elle commençait à peine la sienne. La distance de 22 ans entre eux semblait un abîme, et en cet instant, Juliette ressentit une envie irrésistible de sauter. Le premier événement public en tant que couple Villeneuve fut un bal de bienfaisance. Le bras de Théo était ferme sous la main de Juliette. Il la guidait à travers le salon comme si elle était le joyau le plus précieux de sa collection et non une pièce d'échec dans un accord financier. « Souris, Juliette !» chuchota-t-il près de son oreille, son souffle chaud provoquant un frisson qu'elle s'efforça de dissimuler. « Ils doivent croire que tu es éperdument amoureuse de ce vieux grincheux. »« Tu n'es pas vieux, » répondit-elle trop vite, la sincérité lui échappant avant qu'elle ait pu la filtrer. Théo s'arrêta une seconde, ses yeux gris cherchant les siens avec une curiosité nouvelle. L'espace d'un bref instant, le masque de l'homme d'affaires tomba, révélant quelque chose de brut. Mais le moment fut interrompu par des flashs de caméra et les sourires faux des investisseurs. Toute la soirée fut une chorégraphie de frôlements calculés, sa main à sa taille, la façon dont il la rapprochait de lui pour la protéger des questions indiscrètes. Pour le monde, c'était la romance du siècle. Pour Juliette, chaque contact était un rappel qu'elle échouait misérablement dans sa part de l'accord. Elle ne devrait pas ressentir cette chaleur. Elle ne devrait pas chercher son regard pour trouver une validation. Mais, tandis qu'il dansait sous le lustre en cristal, Juliette réalisa que le contrat ne mentionnait jamais quoi faire, quand le mensonge commençait à sembler la seule vérité qu'elle voulait vivre. Les matins au manoir Villeneuve suivaient un scénario silencieux. Théo était un homme aux habitudes inébranlables. À 6 heures du matin, il était déjà dans la salle de sport privée. À 7 heures, il prenait son café en passant en revue les indicateurs du marché sur sa tablette. Juliette,
habitué au chaos de la vie universitaire et aux nuits mal dormies à étudier, se sentait comme un oiseau coloré piégé dans une cage de platine. Ce mardi-là, la pluie frappait les baies vitrées de la salle à manger, encadrant la silhouette de Théo. Il portait seulement une chemise blanche en lin, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras solides, et un tatouage discret que Juliette n'avait jamais remarqué. Quelque chose qui ressemblait à une coordonnée géographique, le secret d'une vie qu'il avait vécue bien avant qu'elle ne naisse. « Tu me dévisages, Juliette, » dit-il, sans détacher les yeux de l'écran. Elle sentit instantanément son visage s'enflammer. « Je pensais juste à comment tu arrives à être si méthodique. Rien ne te déstabilise ?» Théo posa enfin la tablette et la regarda. Son regard n'était pas froid. Il était lourd. « Beaucoup de choses me déstabilisent. J'ai simplement appris, avec le double de ton temps de vie, que le contrôle est la seule chose qui nous maintient en vie dans ce monde. Surtout quand ce que nous voulons est hors de notre portée. » Il y avait une note d'avertissement dans sa voix. Juliette savait qu'il ne parlait pas d'affaires. Il parlait d'elle, de la distance qu'il imposait entre les chaises à table, des horaires décalés, de la façon dont il évitait de se retrouver seul avec elle dans de petites pièces. Théo Villeneuve se battait contre lui-même, et Juliette, dans sa jeunesse impétueuse, ressentait un dangereux désir de tester jusqu'où ce contrôle tiendrait. La bulle d'isolement éclata la nuit où le passé de Juliette frappa à la porte, ou plutôt envoya un message insistant. Maxime, un camarade d'université qui la suivait comme un petit chien, n'acceptait pas le fait qu'elle ait disparu pour épouser un magnate. Cet après-midi-là, tandis que Juliette se promenait dans le jardin, Maxime apparut à la grille principale en se disputant avec les agents de sécurité. Théo observait tout depuis la terrasse du 2e étage, une statue de glace contemplant le chaos en bas. « Juliette, qu'est-ce que tu fais enfermée là-dedans » criait Maxime, la voix chargée de cette arrogance typique de celui qui ne sait pas encore ce que c'est qu'une facture impayée. « Cet homme a l'âge d'être ton père. Tu gâches les meilleures années de ta vie pour de l'argent. » Juliette ressentit une pointe d'humiliation, pas à cause des mots de Maxime, mais parce qu'elle savait que Théo écoutait. Elle marcha vers la grille en essayant de le calmer, mais avant qu'elle puisse dire un mot, elle sentit une main ferme et chaude se poser sur son épaule. Le parfum de santal l'enveloppa. Théo était là. Il ne cria pas, il ne fit pas de scène. Il se contenta de rester debout, sa stature et sa présence irradiant une autorité qui fit faire à Maxime un pas involontaire en arrière. Son temps n'est pas perdu. La voix de Théo était un tonnerre sourd. Il est investi dans quelque chose qu'un garçon comme toi n'est pas encore en mesure de comprendre. L'engagement et la protection. Maintenant, quitte ma propriété avant que je décide de traiter cette intrusion avec le sérieux qu'elle mérite. Maxime bégaya, regarda la différence abyssale entre les deux hommes et s'enfuit. Mais le mal était fait. Quand ils rentrèrent, l'air était chargé. « Il a raison sur une chose, » murmura Juliette, s'arrêtant dans le hall d'entrée. « Tu es plus âgé, mais il se trompe sur tout le reste. Je ne me sens pas enfermé ici, Théo. » Théo se retourna vers elle, les yeux en flammes. « Il a raison sur l'âge, Juliette. J'ai déjà vécu mes chutes, j'ai déjà les cicatrices. Toi, tu brilles encore, et parfois, j'ai l'impression de voler ta lumière pour illuminer ma maison vide. » La tension de l'incident avec Maxime ne se dissipa pas. Elle se transforma en quelque chose de plus dense. Cette nuit-là, la tempête qui menaçait de s'abattre tomba enfin sur la ville. Un tonnerre assourdissant fit vaciller l'électricité du manoir avant qu'elle ne cède, plongeant tout dans une obscurité profonde. Juliette avait toujours eu une peur irrationnelle des fortes tempêtes. Le son des branches frappant le verre ressemblait à des griffes. Elle sortit de sa chambre en tâtonnant le long des murs de marbre, jusqu'à apercevoir la lumière d'une bougie venant de la bibliothèque. Théo était là, assis dans un fauteuil en cuir, un verre de whisky dans une main et un vieux livre dans l'autre. À la lumière de la flamme vacillante, il semblait moins un titan des affaires qu'un homme solitaire. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il sans sarcasme. « La tempête, je n'aime pas ça », admit-elle en s'asseyant sur le tapis perçant près de ses pieds. C'était une rupture du protocole, mais l'obscurité apportait un courage que le jour cachait. Il soupira et pendant un instant, sa main hésita dans l'air avant de se poser doucement dans ses cheveux. Ce fut le premier contact purement affectueux, sans le prétexte des caméras ni des contrats. Ses doigts étaient calleux et chauds.
Tu me regardes comme si j'avais toutes les réponses, dit Théo, la voix rauque. Mais la vérité, c'est que près de toi, je me sens comme un débutant. Je passe la journée à essayer de me rappeler pourquoi j'ai signé ce papier. À essayer de me souvenir que je devrais être ton mentor, ton gardien, et non l'homme qui veut incendier ce contrat juste pour voir ce qui se passe si je t'embrasse. Le cœur de Juliette s'emballa. Elle se pencha en avant, posant les bras sur ses genoux, le forçant à la regarder. « Alors pourquoi ne l'incendies-tu pas » le défia-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Pourquoi as-tu si peur que je ne puisse pas te résister, Théo? Ou serait-ce toi qui as peur de ne pas pouvoir me résister ?» Il posa le verre sur la table basse. Le son du cristal sur le marbre résonna comme un coup de feu. La seconde suivante, sa main remonta vers son cou, non avec force, mais avec une possession qui lui coupa le souffle. Le double de l'âge signifiait le double de l'expérience, le double de l'intensité et un désir qui était réprimé depuis des mois, sous une façade de glace. Le voyage en Suisse ne faisait pas partie des plans initiaux de Juliette, mais Théo fut catégorique. Un mariage de convenance a besoin de démonstration de convenance. Le jet privé fendait les nuages comme une lame d'argent, et le silence dans la cabine n'était interrompu que par le son des glaçons s'entrechoquant dans le verre en cristal de Théo. Juliette regardait par le hublot, observant les Alpes surgir comme des géants endormis sous leur manteau de neige. Elle sentait son regard lui brûler le dos. Théo ne lisait pas ses rapports, il la lisait, elle. « Tu es tendu » observa-t-il, sa voix vibrant au-dessus du bourdonnement des moteurs. « C'est l'altitude ou la compagnie ?»« C'est la farce, Théo » répondit-elle en se retournant pour lui faire face. « Chez nous, il y a des murs, des chambres séparées, une routine qui nous protège. Ici, nous ne sommes que tous les deux dans un cocon de métal à 10 000 mètres d'altitude. Il n'y a nulle part où fuir la vérité. » Théo se pencha en avant, ses yeux gris capturant les siens avec une précision chirurgicale. « Et quelle était la vérité qui te fait si peur, Juliette? Celle que je suis un homme plus âgé qui tente de garder le contrôle, ou celle que tu commences à aimer être contrôlé par moi ?» Le défi resta suspendu dans l'air, dense et dangereux. Juliette sentit son pouls s'accélérer à la base du cou. Elle voulait nier, voulait dire qu'il n'était que son billet de sortie de la faillite familiale. Mais la façon dont sa main reposait négligemment sur la cuisse, séparée d'elle par quelques centimètres de cuir, faisait crier chaque cellule de son corps. Cet écart entre eux n'était pas un poids, c'était un aimant. C'était la promesse qu'il savait exactement comment la désarmer sans avoir besoin de prononcer un seul mot. Le grand hôtel du lac était le summum de l'opulence européenne, mais pour Juliette, il ressemblait à un labyrinthe de miroirs. L'erreur dans la réservation, intentionnelle ou non, elle ne le saurait jamais, les laissa avec une seule suite présidentielle. Un grand lit king size, des draps en coton égyptien et une cheminée qui crépitait, luttant contre le froid cinglant qui descendait des montagnes. Théo jeta sa veste sur le fauteuil, déboutonnant ses manchettes avec une impatience qu'elle voyait rarement. « Je vais demander une chambre supplémentaire, » dit-il, bien que ses pieds ne bougèrent pas en direction du téléphone. « Ce n'est pas nécessaire, » murmura Juliette en s'approchant de la cheminée. « Les gens vont parler, le personnel de l'hôtel, ses associés, tout le monde s'attend à ce que monsieur et madame Villeneuve partagent le même espace. » Elle se retourna, et la lumière des flammes dessina le contour de son corps à travers la fine robe en laine. Théo s'immobilisa. Le silence qui suivit n'était pas le silence des affaires, c'était le silence d'une corde sur le point de se rompre. « Juliette, si tu restes dans cette chambre avec moi cette nuit, les règles changent, » avertit-il, la voix plus basse et plus rauque qu'elle ne l'avait jamais entendue. « J'ai passé des mois à faire semblant de ne pas remarquer la façon dont tu te mordilles la lèvre quand tu es nerveuse, à faire semblant de ne pas sentir ton parfum imprégné dans mon bureau chaque fois que tu en sors. J'ai 44 ans. J'ai de la patience, mais je ne suis pas un saint. Je ne t'ai jamais demandé d'être un saint, » fit-elle un pas en avant, franchissant la distance qui les séparait. Elle tendit la main et toucha la cicatrice presque invisible près de son sourcil. « Je t'ai demandé d'être mon mari. Et pour la première fois, Théo, je veux que tu arrêtes d'agir comme mon tuteur et que tu commences à agir comme si ce contrat était réel. » Le premier contact fut comme un court-circuit. La main de Théo entoura la taille de Juliette, l'attirant vers lui avec une force qui lui fit perdre pied une seconde. Il n'y eut aucune hésitation. Son expérience se manifestait dans la façon dont il la tenait, avec une possession qui ne demandait pas la permission, mais qui offrait une sécurité absolue.
Quand ses lèvres trouvèrent enfin les siennes, ce ne fut pas le baiser maladroit des garçons de son âge. Ce fut un baiser affamé, assaisonné de mois de répression. Il sentait le froid de l'hiver et la chaleur de la cheminée. Juliette se perdit dans la texture de sa barbe, dans la fermeté de ses épaules, dans la façon dont il lui faisait se sentir petite et, en même temps, la femme la plus puissante du monde. Il s'écarta de quelques millimètres seulement, le front posé contre le sien, la respiration haletante. « Tu te rends compte de ce que tu fais ?» demanda-t-il, un dernier avertissement venant d'une conscience qui perdait la bataille. « Après ça, Juliette, il n'y aura plus de juste des affaires. Je voudrais tout. Je voudrais tes journées, tes nuits, et chaque pensée qui traversera ta brillante tête. »« Tu as déjà tout ça, Théo, » répondit-elle en le ramenant vers elle. « Tu étais juste trop orgueilleux pour l'admettre. Cette nuit-là, sous le ciel de cristal de Zurich, le contrat fut réduit à des cendres mentales. Juliette découvrit que sa résistance n'avait jamais été contre lui, mais contre l'idée qu'un homme si immense puisse vraiment appartenir à quelqu'un d'aussi jeune. Et Théo découvrit que tout son pouvoir et sa richesse ne valaient rien comparé à la sensation d'avoir son cœur battant contre le sien. La lumière du matin à Zurich était impitoyable. Elle se reflétait sur la neige dehors et envahissait la suite, peignant tout d'un blanc éthéré. Juliette se réveilla avec le poids d'un bras possessif sur sa taille. La chaleur qui émanait de Théo était la seule chose qui la maintenait ancrée dans la réalité. Un instant, elle ferma les yeux, essayant d'appréhender la transition, d'une étudiante avec des dettes familiales à la femme qui, la nuit précédente, avait démantelé les défenses de l'homme le plus redouté des marchés financiers. Théo ne dormait pas. Il l'observait avec une intensité qui frôlait la mélancolie. Quand Juliette ouvrit les yeux, elle ne trouva pas le PDG froid, mais un homme qui semblait soudainement conscient de chacune de ses 44 années. Des regrets? Sa voix était un murmure rauque encore marqué par le sommeil, mais chargé d'un sérieux qui la fit frissonner. « Pas une seconde, » répondit-elle en se tournant vers lui. « Et toi? Le contrat te semble encore une bonne idée maintenant que toutes les clauses ont été brisées ?» Théo laissa échapper un soupir pesant, se passant la main sur le visage. « Le contrat était ma protection, Juliette, pas la tienne. Je l'ai créé pour avoir une excuse pour te garder près de moi, sans avoir à admettre que je ne supportais plus le silence de cette maison sans toi. Mais maintenant, je n'ai plus nulle part où me cacher. » Il se leva, marchant vers la fenêtre. Sa silhouette contre la lumière était imposante, mais il y avait une tension dans ses épaules qu'elle n'avait jamais remarquée. Il portait le poids de leurs années de différence, oui, mais en cet instant, il semblait porter le poids des siècles. « Pourquoi t'es-tu autant isolé, Théo ?» demanda Juliette en s'asseyant et en ramenant le drap contre elle. « Pourquoi un homme comme toi s'est-il enfermé dans une tour de verre pendant une décennie ?» Il resta longtemps de dos. Le son de la montre de luxe sur la table de chevet semblait résonner avec son battement de cœur à elle. « Il y a 20 ans, j'ai cru savoir ce qu'était l'amour, » commença-t-il, la voix lointaine. « J'étais comme les garçons que tu connais, impulsif, croyant que le monde me devait quelque chose. J'ai eu une femme, elle s'appelait Sarah. Nous étions jeunes, ambitieux et imprudents. » Il se retourna, et Juliette vit une ombre dans ses yeux qu'aucune somme d'argent ne pourrait effacer. L'accident qui l'a emporté fut le moment où j'ai décidé de ne plus jamais donner à quiconque le pouvoir de me détruire. J'ai bâti des empires parce que les chiffres sont faciles à contrôler. Les gens sont imprévisibles. Ils partent, ils changent, ils meurent. Je suis devenu cet homme de glace parce que la glace ne souffre pas. Il revint vers le lit et s'assit sur le bord, regardant ses propres mains, des mains qui avaient construit des fortunes, mais qui ne savaient pas comment tenir quelque chose d'aussi fragile que ce qui naissait entre eux. Et puis tu es apparu, avec cette attitude défiante et cette jeunesse qui me rappelle tout ce que j'ai essayé d'oublier. Je ne t'ai pas résisté, Juliette, parce que tu es la seule chose réelle qui me soit arrivée en 15 ans. Et cela m'effraie plus que n'importe quelle crise boursière. Le petit déjeuner fut servi dans le salon principal de l'hôtel. La vulnérabilité de la chambre fut remplacée par l'armure de soie et de haute couture. Théo portait un costume bleu marine qui irradiait l'autorité. Juliette portait une robe perle, mais sentait que quelque chose dans son maintien avait changé. Elle n'était plus la femme trophée, elle était la femme qui connaissait le secret derrière l'armure. Tandis qu'ils prenaient leur café, l'un des associés de Théo, un homme prénommé Julien,
s'approcha de la table. Julien était du même âge que Théo, mais avec un regard prédateur que Juliette détesta immédiatement. « Théo, mon cher, je vois que la Suisse fait du bien à ton acquisition, » dit Julien, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, fixant son regard sur le décolleté de Juliette une seconde de trop. Théo ne s'arrêta pas de couper son croissant, mais l'atmosphère à la table tomba instantanément à 0 degré. Il posa ses couverts avec une précision létale et regarda Julien. « Elle s'appelle Juliette, Julien, et elle n'est pas une acquisition. C'est la raison pour laquelle j'ai encore intérêt à parler à des gens comme toi. » La voix de Théo était calme, mais contenait une promesse implicite de destruction. « Si tu la regardes encore de cette façon, je m'assurerai que ton fonds d'investissement soit réduit en poussière avant la clôture de la séance d'aujourd'hui. C'est clair ?» Julien pâlit, murmura des excuses et se retira précipitamment. Juliette regarda Théo, surprise par cette possessivité à nu. « Ce n'était pas nécessaire, dit-elle, bien qu'une partie d'elle ait adoré cette protection. Pour moi, si, répondit-il en prenant sa main par-dessus la table et en lui embrassant les phalanges, sans se soucier de qui regardait. J'ai passé ma vie à protéger des actifs, Juliette. Maintenant, j'ai compris qu'il n'existe qu'une seule chose qui mérite vraiment d'être protégée. Le double de mon âge m'a appris à reconnaître ce qui est irremplaçable, et je ne laisserai personne, pas même mon passé, t'éloigner de moi. » Le jet atterrit sur la piste privée sous un ciel gris, reflétant l'humeur de Juliette. La bulle de Zurich avait éclaté. En franchissant le seuil du manoir, le parfum de santal et l'ordre impeccable de Théo ne semblaient ne plus être un refuge, mais un rappel constant que chaque luxe avait un prix. Dans la bibliothèque, le père de Juliette, Robert, les attendait déjà. Il n'avait pas l'élégance contenue de Théo. Robert irradiait le désespoir d'un homme qui avait misé l'avenir de sa fille sur une table de jeu et miraculeusement avait décroché le jackpot. « Théo, Juliette, comment s'est passé le voyage ?» demanda Robert, se levant avec un sourire trop large. Il n'embrassa pas sa fille. Il regarda la montre au poignet de Théo. « Allons droit au but, Robert, » dit Théo, sa voix retrouvant la froideur professionnelle que Juliette avait cru fondue en Suisse. « Le virement a été effectué. Les dettes de ton entreprise sont soldées. Notre accord a été respecté. »« Oui, oui. Mais vois-tu, les intérêts ont augmenté et je me disais que, maintenant que vous semblez si intime, peut-être pourrions-nous renégocier les termes de la pension de Juliette. » Juliette sentit son estomac se retourner. Elle regarda son père, l'homme qui aurait dû la protéger, puis Théo, l'homme qu'elle commençait à aimer. La différence entre eux était criante. Théo avait le double de l'âge, mais une fraction de la cupidité de son père. « Sors de ma maison, Robert, » dit Théo, avec un calme plus terrifiant qu'un cri. « Juliette n'est pas une monnaie d'échange. Si tu t'avises de l'utiliser comme levier à nouveau, je veillerai à ce que la seule chose que tu hérites soit la faillite absolue. » Quand Robert sortit en claquant la porte, le silence qui resta fut amer. Juliette se sentit nue, exposée par la cupidité de son propre sang, et le doute, cette graine venimeuse, commença à germer. Et si pour Théo aussi elle n'était qu'une transaction? Cette nuit-là, l'insomnie de Juliette la ramena au bureau de Théo. Elle cherchait un livre, quelque chose pour calmer son esprit, mais le destin en avait décidé autrement. Un tiroir du bureau en acajou était légèrement entrouvert, révélant le bord d'un dossier en cuir noir qu'elle n'avait jamais vu. Le cœur cognant contre ses côtes, elle l'ouvrit. Ce n'étaient pas seulement des documents de fusion. C'était une copie du testament de Théo Villeneuve et un avenant à leur contrat de mariage. Ses yeux parcoururent les froides lignes juridiques. Clause de succession. En cas de décès du constituant, la bénéficiaire, Juliette, aura droit à 40% des actifs, à condition que le mariage ait été consommé et maintenu pendant une période minimale de 12 mois, garantissant ainsi la protection du patrimoine contre les héritiers lointains du conseil d'administration. Juliette sentit le sol se dérober sous ses pieds. Consommer. Le mot semblait brûler le papier. La nuit à Zurich, les confessions près de la cheminée, le contact qu'elle avait cru chargé d'âme, tout cela n'aurait-il été qu'une manœuvre juridique pour garantir que l'empire de Théo ne tombe pas entre les mains d'associés cupides? Il avait besoin d'une épouse fidèle et d'un mariage réel aux yeux de la loi pour blinder sa fortune. Elle n'était pas le grand amour de sa vie, elle était sa police d'assurance la plus sophistiquée. Tu ne devrais pas être là.
La voix de Théo vint des ombres de la porte. Il portait encore sa chemise de ville, mais la cravate était desserrée, et il tenait un verre de whisky. Il vit le dossier dans ses mains. Il vit les larmes qu'elle refusait de laisser couler. « C'est donc ça ?» demanda Juliette, la voix tremblante mais ferme. « Tout ce qui s'est passé, Zurich, la façon dont tu m'as regardé, c'était pour garantir que ton conseil d'administration ne prenne pas tes actions? Tu avais besoin d'une épouse légitime pour combler les lacunes de ton testament ?» Théo marcha vers la lumière, et un instant, il parut vraiment vieux. Non pas le vieux puissant, mais un homme fatigué de porter le monde. « La loi est froide, Juliette. J'avais besoin de protéger ce que j'avais construit contre des gens qui détruiraient des milliers d'emplois s'ils en avaient à l'occasion. Oui, le document existe. Oui, il a été rédigé avant que je te connaisse vraiment. Et après m'avoir connu, lança-t-elle. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pourquoi m'as-tu laissé croire que ce baiser nous concernait, et non ton patrimoine? Théo posa le verre et traversa la pièce à grandes enjambées, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. Il la saisit par les épaules, la forçant à voir la vérité à vif dans ses yeux. « Parce que j'avais peur que, si je te le disais, tu me regardes exactement comme tu le fais maintenant, comme un monstre calculateur. J'ai le double de ton âge, Juliette. J'ai appris à planifier chaque pas, à anticiper chaque trahison. Mais ce que je n'avais pas planifié, c'est la façon dont tu me fais me sentir vivant. Le testament n'est que du papier. Ce que je ressens quand tu entres dans une pièce, ça ne peut pas être rédigé par des avocats. Je ne peux pas te croire, chuchota-t-elle en s'écartant. Comment puis-je te résister si je ne sais même pas qui tu es vraiment, le protecteur ou le stratège? Je suis les deux, répondit-il, la voix chargée d'une douleur honnête. Et si tu veux partir, si tu veux rompre le contrat et retourner à ta vie, je ne t'en empêcherai pas. Je paierai le double du montant convenu, mais ne me demande pas de dire que ce qu'il y a eu entre nous était un mensonge, parce que c'était la seule vérité que je me suis permis d'avoir depuis des décennies. Juliette sortit du bureau, laissant Théo seul avec son whisky et ses millions de raisons, mais sans aucun cœur pour le réconforter. L'abîme entre eux, qui n'était auparavant qu'une question d'années, était maintenant fait de secrets. Les jours qui suivirent la confrontation dans le bureau furent marqués par un silence assourdissant. Juliette restait au manoir, mais comme un fantôme. Elle évitait les repas communs, le jardin et surtout la bibliothèque. Théo, quant à lui, se plongea dans le travail avec une férocité destructrice. Les lumières de son bureau ne s'éteignaient pas, et le son de sa voix lors d'appels internationaux à l'aube résonnait dans les couloirs comme une plainte de métal et de verre. Juliette passait des heures à regarder son propre reflet. Elle voyait une femme qui avait mûri de plusieurs années en seulement quelques mois. Le titre de son histoire martelait dans son esprit. Il portait le poids du temps entre eux. Mais l'âge n'était plus une question de chiffres. C'était le bagage émotionnel qu'il portait et le vide qu'elle, malgré sa jeunesse, commençait à partager. Elle réalisa que la colère était une protection. Il était plus facile d'être en colère contre le stratège qu'admettre que le protecteur la connaissait mieux qu'elle-même. Le retournement de situation arriva par une négligence, ou peut-être un acte délibéré du destin. L'avocat personnel de Théo, maître Arnaud, un homme qui semblait sorti d'un film d'époque, se présenta au manoir alors que Théo était en réunion d'urgence en ville. « Madame Villeneuve, excusez l'intrusion. Théo m'a demandé d'apporter la version finale de la modification contractuelle pour qu'il la signe ce soir, » dit l'homme en tendant une enveloppe Kraft. « Il n'est pas là, » répondit Juliette laconiquement. « Ah, pas de problème. Vous pouvez vérifier si les termes d'exclusion sont corrects. Théo a été très précis sur la suppression de toute clause de conditionnalité. » Juliette hésita, mais la curiosité fut plus forte. En ouvrant le document, ses yeux ne trouvèrent pas le langage froid d'avant. En haut de la page, dans une note manuscrite de Théo à son avocat, on lisait « Arnaud, supprimez toute mention à la consommation ou au délai de permanence. Juliette doit être la seule bénéficiaire de tout ce que je possède, sans condition, sans délai, sans mariage. Si elle décide de me quitter demain, le fonds doit être transféré à son nom de la même façon. Je veux qu'elle soit libre de rester ou de partir. » La date en haut de la note était de 2 jours avant le voyage à Zurich. Il avait déjà décidé de renoncer au contrôle. Il avait déjà décidé qu'elle n'était pas une assurance, mais son destin. Le nœud qui serrait la poitrine de Juliette depuis des jours se défit enfin en larmes. Il ne l'utilisait pas. Il essayait de trouver un moyen de lui donner le monde,
sans qu'elle se sente obligée de lui donner le sien en retour. Le climax de notre histoire se déroule lors du bal masqué annuel de la Fondation Villeneuve. C'était l'événement où le contrat devait briller. Mais pour Juliette, c'était là que la vérité serait scellée. Le manoir était décoré de roses noires et de bougies d'ambre. Théo portait un masque vénitien en argent qui couvrait la moitié de son visage, accentuant la ligne dure de sa mâchoire. Il ressemblait à un roi ancien, solitaire sur son trône de conquête. Juliette apparut en haut du grand escalier, dans une robe de soie bleu nuit, sans masque. Elle voulait qu'il voie chaque expression sur son visage. Le salon s'arrêta. La différence d'âge entre eux, qui avait toujours été sujet à des chuchotements dans les coins, semblait hors de propos face à l'électricité qui connectait leurs regards. Tandis qu'ils dansaient la première valse, Théo maintint la distance protocolaire. « Tu n'avais pas à venir, dit-il, la voix étouffée par le masque. J'ai déjà dit que le contrat peut prendre fin. »« J'ai lu la note, Théo, » chuchota-t-elle en s'approchant suffisamment pour que leur respiration se mêle. « La note que tu as envoyée à Arnaud avant Zurich. » Sa main sur sa taille vacilla une fraction de seconde. « Je ne voulais pas que tu restes par gratitude, ni pour un papier. »« Je ne suis pas là pour le papier, » dit Juliette en posant la main sur son cœur, sentant le rythme accéléré qui démentait sa posture sereine. « Je suis là parce que, malgré le fait que tu sois l'homme le plus têtu, le plus contrôlant et le plus agacamment expérimenté que j'ai jamais rencontré, je ne peux pas imaginer ma vie sans le poids de ton regard sur moi. Je ne te résiste pas, Théo, non pas parce que je suis jeune et naïve. Je ne te résiste pas parce que tu as été le seul à vraiment me voir. » Théo cessa de danser au milieu du salon. Ignorant les caméras, les associés et les masques, il ôta l'accessoire d'argent, révélant des yeux chargés d'une vulnérabilité absolue. « Tu en es sûre, Juliette ? J'ai le double de ton âge. J'ai des fantômes que tu n'imagines même pas encore. »« Alors, nous les affronterons ensemble, » répondit-elle, « mais sans contrat, juste nous. » En cet instant, sous les applaudissements confus de l'élite, Théo l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser de convenance. Ce fut le baiser d'un homme qui avait enfin trouvé son port d'attache et d'une femme qui découvrit que l'amour n'a pas d'horaire. La soirée de gala n'était plus qu'un rêve lointain de lumières et d'ombres. Dans les semaines qui suivirent, le manoir Villeneuve commença à connaître une transformation silencieuse. Le marbre froid semblait plus chaud. Les lourds rideaux restaient maintenant ouverts, laissant la lumière du soleil d'automne toucher les meubles anciens que Théo avait collectionnés durant sa vie solitaire. Juliette n'était plus la fille qui avait signé ce contrat avec des mains tremblantes. Elle parcourait maintenant les couloirs avec l'assurance de qui sait que cet espace n'est pas une prison, mais un foyer construit sur la vérité. Pourtant, le monde extérieur continuait à réclamer son dû. Robert, le père de Juliette, fit une dernière tentative d'intrusion. Il se présenta un jeudi après-midi en apportant des papiers pour une nouvelle opportunité d'investissement. Il croyait que, avec la fille maintenant solidement installée dans le cœur et dans le testament de Théo, l'accès au coffre serait illimité. Cette fois, Théo ne le reçut pas dans son bureau. Il permit à Juliette d'affronter son propre passé. « Papa, » dit-elle, sa voix calme résonnant dans le hall d'entrée. « Théo a payé chaque centime que tu devais. Il a acheté ma liberté face à toi. Ce qui existe entre nous maintenant n'a pas de place pour tes dettes ni pour ton manque d'intégrité. Tu ne comprends pas, Juliette. Je suis ton sang. Cet homme a l'âge d'être ton père. Il te manipule avec ce luxe. Il m'a donné la seule chose que tu ne m'as jamais donnée, » l'interrompit-elle, sentant la main ferme de Théo se poser dans son dos, un geste de soutien, non de contrôle. « Il m'a donné le respect. Il m'a donné le choix. Et aujourd'hui, mon choix est que tu sortes par cette porte et que tu ne reviennes que lorsque tu auras appris que je ne suis pas un actif à négocier. » Quand Robert fut parti, Théo regarda Juliette avec une admiration qu'aucune de ses conquêtes millionnaires ne lui avait jamais procurée. « Tu as mûri plus en 6 mois que moi en 10 ans, » murmura-t-il en l'attirant dans une étreinte qui sentait la sécurité. « J'ai eu un bon mentor, » sourit-elle. « Mais maintenant je veux juste un mari. » 1 an s'était écoulé depuis la signature de ce premier document. Le contrat original de 12 mois n'était plus qu'un bout de papier jauni gardé au fond d'un tiroir, une relique d'un temps où ils croyaient pouvoir dicter les règles au destin. Ils étaient dans leur maison de campagne, loin des yeux de la presse et du conseil d'administration. Théo était assis dans un fauteuil en osier, observant Juliette se promener dans le jardin.
Il remarqua comment la lumière rehaussait sa vitalité, un contraste vibrant avec le gris qui avait jadis été sa vie. La différence d'âge était toujours là. Il avait toujours les rides d'expression autour des yeux et la sagesse lourde de celui qui a vu le monde changer bien des fois. Elle avait toujours la peau impeccable et le rire facile de celle qui a le monde entier devant elle. Mais quand il se regardait, les années disparaissaient. Il se retrouvait dans un point hors du temps, où son expérience à lui protégeait son énergie à elle, et son énergie à elle renouvelait son âme à lui. Théo se leva et marcha vers elle en lui tendant une tasse de thé. « Tu sais à quoi je pensais » demanda-t-il en l'entourant de ses bras. « Au marché boursier de Tokyo » plaisanta-t-elle. « Non, je pensais que j'ai mis 44 ans à comprendre que le temps n'est pas quelque chose qui s'accumule, mais quelque chose qui se partage. J'ai toujours eu peur que mon temps soit en train de s'achever et que le tien ne fait que commencer. Mais maintenant, je réalise qu'à tes côtés, j'ai tout le temps du monde. » Juliette appuya la tête sur son épaule, sentant les battements réguliers du cœur de cet homme qu'elle avait un jour cru hors d'atteinte. « On parle encore de nous, tu sais, » commenta-t-elle. « En ville, au conseil. Ils disent que je suis la fille qui a eu de la chance et que tu es l'homme qui a perdu la tête. » Théo laissa échapper un rire bref et sincère, un son qu'il émettait rarement avant elle. « Laisse-les parler. Si perdre la tête signifie trouver mon cœur, alors je suis l'homme le plus insensé de l'histoire de ce pays. Ils voient les chiffres, Juliette. Ils voient le double de l'âge. Mais ils ne comprendront jamais ce qui se passe quand le silence du bureau rencontre la mélodie de ta voix. » La caméra s'éloignerait lentement, montrant deux silhouettes contre le coucher de soleil doré. Il n'y avait plus de contrat, ni de dette, ni de masque. Juste un homme et une femme qui découvriraient qu'en fin de compte, l'amour ne connaît pas les calendriers. Il ne connaît que l'abandon. Et même s'il avait le double de son âge, c'était elle qui détenait maintenant les clés de son empire, et lui, pour la première fois de sa vie, se sentait en parfaite paix d'être son prisonnier volontaire.